L'économie, c'est bien connu, résonne beaucoup, offre et demande. L'économie, c'est la macroéconomie, c'est aussi la microéconomie. L'économie et la gestion dans tout ça. Olivier Favreau, bonjour. Bonjour. Vous avez un profil particulier, vous êtes professeur de sciences économiques à l'Université Paris-Ouest Nanterre-La Défense. Et quand je dis un profil un peu particulier, Oui. pour ne pas dire atypique, c'est que pour vous, l'économie, la gestion, la sociologie nécessairement doivent dialoguer. Vous avez développé cette idée dans un article de la Revue française de gestion très marquant qui réfléchissait sur les objets de la théorie économique et les objets de la gestion. Vous pouvez nous en dire davantage sur ce nécessaire dialogue? Vous parlez de théorie standard étendue, de théorie non standard. En termes simples, comment se situe l'économie et comment se situe la gestion? En tout cas, je peux essayer. Alors, il faut éviter de parler de la théorie économique comme de quelque chose d'unique, d'homogène, etc., sur lequel on n'aurait qu'à appuyer sur un bouton pour avoir la réponse. Et donc, c'est vrai, j'ai utilisé cette classification. Bon, les mots eux-mêmes n'ont pas tellement d'importance. Ce qui est important, c'est de voir ce qu'il y a derrière. Et c'est une classification qui est liée à l'évolution récente ou moins récente de la théorie économique. Ce que j'ai appelé la théorie standard étendue, c'est ce qu'il y a de plus canonique dans la tête des économistes, ce qu'on appelle la théorie de l'équilibre général. Et où là, c'est vrai, l'entreprise, et donc par voie de conséquence la gestion, c'est réduite à sa plus simple expression, c'est un nœud de contrat. C'est un nœud de contrat. Alors, ça n'est pas dans la théorie de l'équipe générale, c'est plutôt ce qui est apparu à partir des années 70, 1970. Il faut beaucoup se méfier des années 70. 1870, c'est la naissance de la théorie de l'équipe générale, ce que j'appelle la théorie standard. Et 1970, il y a eu une grande révolution scientifique en économie, d'autant plus importante qu'elle est passée largement inaperçue, parce qu'elle a l'air discrète, elle a l'air d'être dans la continuité de ce qui précède, or elle ne l'est pas du tout. Et effectivement, c'est ce qui va être associé à l'entreprise comme nœud de contrat. L'idée générale est que la théorie économique, qui jusqu'à présent acceptait très bien l'idée qu'il y ait d'autres disciplines à côté, qui s'occupaient de l'extérieur de l'économie. Alors, à partir des années 70, ça c'est un point vraiment essentiel à comprendre, l'économie devient vraiment impérialiste. Elle monte à l'assaut non seulement des questions traditionnelles en économie, qu'elle essaye de renouveler, notamment l'entreprise comme un ensemble de contrats, mais elle monte à l'assaut des questions non économiques. Avec la théorie du capital humain, on va parler de la famille, on va parler du mariage, on va parler de l'État, on va parler de la culture, on va parler des normes, on va parler des institutions. Et tout cela appuyé sur cette notion d'homo economicus, qui est maintenant l'homme triomphant de ce début de millénaire, de la fin du millénaire. Prophète éclairé, dit Daniel Cohen. Prophète éclairé, dit Daniel, à très juste titre. Tout peut se traiter en termes d'homo economicus. Et donc dans les termes du marché. Et donc du coup, cet homo economicus, c'est un individu fondamentalement calculateur et non coopératif. Et donc, il va, même là où il n'y a pas un marché organisé, il va mettre en concurrence les différentes options qui lui sont proposées. Et donc, il va créer du marché, même là où les hommes n'en avaient pas inventé jusque-là. Donc, la concurrence devient la loi universelle, en même temps que la rationalité de l'homo economicus devient aussi une sorte de rationalité tout-terrain, y compris en dehors des domaines traditionnels de l'économie, par exemple en sociologie, et d'une certaine façon en gestion, à travers les contrats, la théorie de l'agence et Absolument. toutes ces questions. Absolument. Vous avez pris exactement le contre-pied, c'est-à-dire que votre carrière universitaire, votre parcours intellectuel a consisté sans cesse à dire attention, l'homme est plus complexe que cela. Vous êtes un des pères de la théorie des conventions. C'est ce qu'on appelle la théorie non standard. Tout à fait. Voilà, dans cet article précis de la RFG. Alors, effectivement, j'introduisais une troisième catégorie. Du côté de la rationalité, il y a une rationalité non standard qui est beaucoup plus riche que la rationalité standard, qui est la rationalité limitée, que nous devons à Herbert Simon, qu'on peut retrouver dans certains secteurs de la théorie que j'appellerais par ailleurs orthodoxe. Mais elle n'est jamais combinée avec l'autre hypothèse non standard en termes de coordination, parce qu'au fond, toute l'économie peut s'apprécier ou se classer sur ces deux dimensions.
la dimension de la rationalité individuelle et puis la dimension de la coordination entre tous ces individus individuellement rationnels et extrêmement calculateurs. Et l'autre hypothèse non standard du côté de la coordination, c'est l'idée qu'il y a en fait, heureusement, une multiplicité de modes de coordination et pas seulement le marché. Alors chacune des deux hypothèses non standards peut fonctionner d'une certaine façon à l'intérieur du mainstream. Mais la réunion des deux fait vraiment quelque chose d'explosif et fait revenir l'économie dans le champ des sciences humaines et sociales, à côté de ses sœurs, la sociologie, la gestion, l'histoire. Tandis que si on ne combine pas ces deux hypothèses standards, alors l'économie reste ce qu'elle est de plus en plus, c'est-à-dire une sorte de branche des mathématiques appliquées. Et un peu désencastrée. Et un peu désencastrée, même si elle peut avoir un discours, comme c'est un discours très offensif et très impérialiste, y compris par rapport au domaine apparemment non économique, même si on peut avoir l'impression du contraire. Mais c'est un peu une illusion, parce que si vous abordez le domaine non économique avec l'idée que vous êtes un calculateur absolument émérite, vous êtes capable de maximiser l'intégrale d'une utilité espérée de maintenant jusqu'à la fin des temps, vous voyez que la dimension humaine du non-économique risque de disparaître. C'est là qu'on arrive à des questions très concrètes qui sont celles précisément des dirigeants d'entreprise. C'est-à-dire l'entreprise, c'est normalement le lieu où il n'y a pas le marché. C'est normalement le lieu où on se coordonne, on passe son temps à se coordonner. On a bien besoin d'autre chose que de calcul dans l'entreprise. On a besoin d'autre chose que du calcul, ou en tout cas, on a besoin d'un calcul qui soit approprié aux problèmes que se posent les entreprises, qui sont des problèmes de découverte, d'innovation, de gestion, de production de connaissances utiles pour faire tourner l'entreprise. Et donc tout ça suppose qu'il n'y ait pas trop d'informations déjà données à la disposition de celui qui repose l'entreprise. Et évidemment, ça, ce n'est pas la démarche de l'économiste. J'explique toujours à mes étudiants que la microéconomie commence là où finit la gestion. Parce que ce que nous appelons la fonction de production, c'est l'ensemble efficace, dit techniquement, c'est l'ensemble efficace des techniques de production. C'est-à-dire que l'économiste commence à travailler alors que tous les problèmes de gestion ont été réglés. C'est-à-dire, ça y est, on a choisi la technique la plus efficace. Et par ailleurs, on dispose d'une rationalité extrêmement forte. Et donc là aussi, on ne s'est pas confronté aux problèmes du monde réel où, une fois, les gens peuvent combiner plusieurs sortes de rationalités ou avoir une rationalité d'ailleurs plus intelligente et moins calculatrice que la rationalité strictement calculatoire de la théorie économique. Donc d'une certaine façon, effectivement, une grande partie de l'économie ne traite pas les problèmes qui intéressent les gestionnaires et commence et se pose des questions, tout en parlant d'entreprise, mais des questions qui ne sont pas des questions vraiment pertinentes, voire même dangereuses pour les gestionnaires. Absolument. Alors, on voit, vous avez publié un autre texte dans la Revue française de gestion plus récemment, avec Alain Caillé, François Vatin, des regards croisés sur l'incertitude. Et vous y développez cette idée qu'au fond, la réunion possible, et ce qu'on peut avoir tendance à détruire, c'est cette question de l'incertitude. C'est-à-dire faire l'entreprise, c'est un affrontement avec l'incertitude, c'est un devenir à construire. Et c'est là que cette réunion est nécessaire, et que l'on voit tous les dangers. On l'a vu par exemple avec l'université, parce que ce texte fait suite à des engagements aussi que vous avez pris sur les dangers d'une vision de l'université qu'on pourrait voir comme une entreprise, au sens négatif du terme, pour le coup. Là, l'incertitude, c'est ça. C'est le moment où peut-être on peut réunir la diversité des regards. Oui, parce que l'incertitude est effectivement au cœur du métier, du métier de l'entreprise. Pour deux raisons. D'abord, il y a tout ce que j'ai indiqué sur le fait qu'il faut produire ces informations, que notre rationalité est imparfaite. Donc voilà, ça c'est une première façon de comprendre qu'un univers trop parfait ou trop richement doté en informations ne correspond pas du tout à la réalité de l'entreprise. Mais l'autre point, c'est que historiquement, et là je subis l'influence de mes collègues et amis en gestion, notamment à l'école des mines, c'est que l'entreprise, c'est vraiment par essence l'institution de la création collective. C'est-à-dire, elle est là pour inventer de nouvelles techniques, inventer de nouveaux produits. Pour innover. Et donc, elle est fondamentalement dans le nouveau. Et le neuf, évidemment, échappe
à tout calcul trop serré. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de calcul, mais ce calcul ne peut pas être de l'ordre d'une planification ou d'une optimisation mathématique. C'est même contradictoire de dire qu'on va optimiser sur un domaine où on essaye de produire des choses neuves. Donc, voilà. Donc, d'une certaine façon, je pouvais me retrouver, de fait, je me suis retrouvé parfaitement avec mes collègues et amis sociologues, François Vatta et puis Alain Caillé, sur cette thématique de l'incertitude qui nous oblige à passer dans des choses non standards en économie et qui nous permet à ce moment-là de renouer le dialogue avec cette discipline sœur qu'est la gestion. Alors c'est vrai que c'était à l'intérieur d'un débat général sur l'université et où, alors je vais avoir l'air de me contredire, mais vous avez compris que j'adore l'entreprise comme objet d'étude, et même plus que ça, comme objet presque politique à mieux explorer aujourd'hui. Mais en même temps, l'entreprise a son domaine de validité et tout ne ressortit pas d'une logique d'entreprise. Et justement, si on voit l'entreprise comme une entité au fond qui est là pour révolutionner les techniques et les produits, appliquer ça aux très grandes professions, comme le métier d'universitaire, alors là, c'est commettre une erreur, au moins au niveau des principes. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'inspirer de certaines techniques de gestion pour améliorer le fonctionnement des universités. Mais l'université, comme la médecine, comme la justice, comme le droit, s'inscrivent dans de très longue tradition professionnelle où là, l'objectif n'est pas l'innovation systématique, mais plutôt l'excellence et une excellence mise à la portée de tous. Ce qu'Henri Mintzberg appelle les bureaucraties professionnelles. Écoutez, Olivier Favreau, merci beaucoup de cet éclairage. Donc des écrits à retrouver dans la Revue française de gestion, dans les numéros que j'ai évoqués. Et merci de contribuer à porter ce discours sur la nécessaire pluridisciplinarité. Vous en êtes une figure emblématique. Et il est vrai que parfois, on peut avoir tendance à avoir des processus d'évaluation, notamment en recherche, qui ne favorisent pas de telles pratiques, sont peut-être un peu trop court-termistes et un peu trop quantophrènes, diraient certains. Olivier Favreau, merci.